Bienvenue à toutes et à tous, merci d'être avec nous sur TV5 Monde pour cette 10e édition des 24 heures chrono de l'international. Nous allons évoquer la présence française des entreprises françaises dans le monde. Direction Maputo, la capitale du Mozambique, c'est en Afrique australe. Maputo, grande ville portuaire située dans le sud du pays, au bord de l'océan Indien. Une ville qui compte un peu plus d'1 million d'habitants, 2 millions si on y ajoute l'ensemble de l'agglomération de Maputo. Et pour évoquer avec nous la présence française au Mozambique, Bruno Clerc, ambassadeur de France au Mozambique. Monsieur l'ambassadeur, si vous m'entendez, est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui combien y a-t-il de Français installés au Mozambique? Bonjour et bonjour à tous vos auditeurs. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Je vous entends très bien, monsieur l'ambassadeur. Parce que j'ai un retour assez difficile. Bon, pardon. Donc, pour répondre à votre question, il y a plus de 558 exactement Français inscrits au registre des Français. Et quel est le profil aujourd'hui de ces hommes et ces femmes qui ont quitté l'Hexagone pour s'installer au Mozambique? Excusez-moi, je n'ai pas bien compris votre question. Je vous demandais quel est le profil de ces hommes et ces femmes qui ont quitté l'Hexagone pour aller vivre au Mozambique aujourd'hui. Alors, l'essentiel de la communauté française est composé d'expatriés. La population est assez jeune, en fait. Les 2 tiers de la communauté française ont moins de 40 ans. Et évidemment, la plupart sont venus attirés par les perspectives économiques et notamment gazières dans le nord du Mozambique. Alors, merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur, pour toutes ces précisions. Mais avant de poursuivre cette discussion, je vous propose une petite page de pub. On se retrouve tout de suite après. Merci d'être avec nous sur TV5 Monde pour cette 10e édition des 24 heures chrono de l'international. Nous parlons de la présence française au Mozambique. À mes côtés, Laurent Padou, spécialiste de l'Afrique australe auprès du CIAN, le CIAN. C'est le Conseil français des investisseurs en Afrique. Alexandra Ourdi, vous êtes directrice de succursale au sein du groupe Aegis, spécialisée dans le conseil et l'ingénierie. Il y a encore quelques mois, vous étiez à la tête d'une succursale au Mozambique, à Maputo. Renaud Thomas, vous êtes franco-mozambicain et trésorier de l'association des Mozambicains et des Amis du Mozambique en France. Et puis enfin, Aurore Vino, pardon. Vous êtes photographe et vous avez vécu longtemps au Mozambique, vous y allez encore, ça fait une quinzaine d'années que vous entretenez des relations suivies avec ce pays. Alors, pour commencer, le Mozambique est membre de la SADC, la communauté des États d'Afrique australe. Il dispose d'une situation géographique très avantageuse dans la région, avec près de 2000 mètres de côte littorale. Alors, Laurent Padou, vous qui êtes un spécialiste de l'Afrique australe, est-ce que vous pouvez nous dire si aujourd'hui les entreprises françaises sont suffisamment présentes dans ce qu'on considère un peu aujourd'hui comme un Eldorado, notamment sur le plan des ressources minières? Suffisamment présente, la réponse est évidemment non. C'est toujours pareil, il n'y a jamais assez d'entreprises françaises présentes. Mais déjà, on couvre assez bien le champ économique au Mozambique, puisqu'il y a à peu près une 50aine d'entreprises françaises installées qui emploient au total à peu près 10 000 salariés. Et dans l'ensemble, elles sont d'ailleurs très contentes de leur implantation. Le dernier baromètre des affaires que publie le CIAN fait état d'une satisfaction assez grande et d'un fort optimiste aussi des entreprises sur le développement de leurs affaires, de leurs investissements et de leur rentabilité. Alors, Alexandra Ourdi, quels sont aujourd'hui les secteurs les plus porteurs dans ce pays qu'on présente, je le disais tout à l'heure, comme un Eldorado, notamment pour ce qui concerne les ressources minières? Alors, le secteur le plus porteur, je dirais que c'est d'abord le secteur de l'oil and gas, dans le nord du Mozambique. Ensuite, il y a les énergies. Donc, dans les énergies, il y a l'hydroélectrique,
le renouvelable et le thermique, les mines, donc le charbon notamment. Et à suivre, je dirais qu'il y aurait d'autres secteurs, l'agriculture et le tourisme. Alors, Renaud Thomas, un mot sur la situation politique au Mozambique. Je rappelle qu'il y a quelques mois, un nouveau président a été élu, Filipe Nyusi. Quelle est la situation aujourd'hui exactement au Mozambique? Alors en effet, des élections législatives et présidentielles ont eu lieu en décembre 2014. Un nouveau président a été élu. Ces élections ont été contestées, le résultat de ces élections ont été contestés par le principal parti d'opposition, la Renamo. Et ce qui crée depuis quelques mois... La résistance nationale mozambicaine, pour ceux qui ne savent pas. Exactement. Et son leader, M. Dakama, conteste le résultat de ces élections, ce qui a créé récemment des tensions dans le pays, notamment dans le centre du pays, puisque la Renamo projette de gouverner les provinces où elle aurait gagné les élections. Un mot sur cette situation politique, Aurore Vino? Depuis toujours, le Frelimo et la Renamo s'opposent. Frelimo, Front de Libération du Mozambique, qui est le principal parti. Qui a permis l'indépendance du pays en 1975. Donc, je ne suis pas étonnée de voir que certaines provinces se retrouvent désorientées et que malheureusement, ça crée des mouvements de population. Puisqu'actuellement, on a observé des réfugiés mozambicains s'enfuir du pays pour fuir la répression et des attaques. Donc, c'est assez alarmant. Il faut garder un œil ouvert, vigilant. Alors, avant de poursuivre cette discussion, je vous propose d'écouter le témoignage d'un Français résidant à Maputo. Il s'agit de Thomas Bonnet, qui va nous parler de la sécurité à Maputo. On l'écoute. La sécurité, c'est un grand thème actuellement, puisqu'il y a relativement, plus récemment, des tensions politiques, depuis 2 ans à peu près, avec une difficulté pour les 2 grands partis, le parti au pouvoir, la Frelimo, et le principal parti d'opposition, la Renamo, de s'entendre. Donc ça crée un peu des tensions au niveau national, aucune répercussion directe sur Maputo, sur certaines villes de province, oui. Il faut savoir que la guerre au Mozambique a toujours eu lieu dans les campagnes principalement, pas dans les villes. Donc je dirais que la sécurité est encore un point d'achoppement et si jamais on veut voyager dans le pays, si on reste dans les villes, il n'y a pas de problème. La sécurité à Maputo, oui, il y a du banditisme, il y a eu plusieurs kidnappings depuis quelques années avec un marché relativement très juteux pour les kidnappeurs qui demandent des rançons relativement élevées, qui touchent en général la communauté plutôt pakistanaise, indienne et autres. Mais effectivement, certains expatriés qui ont des situations très convenables ont dû faire face à des situations de kidnapping. Donc, dans Maputo, il faut juste faire attention à certaines parties de la ville qui sont connues pour avoir plus de soucis. Il faut faire attention aux banlieues un petit peu. Et puis sinon, comme toute personne ici qui s'installe, avoir des gardes et un système de sécurité minimalement reconnu pour pouvoir éviter quelques problèmes. Alors, Aurore Vino, vous avez vécu au Mozambique, à Maputo notamment, vous étiez seul. Et d'après vous, la sécurité à Maputo n'est pas aussi dangereuse qu'elle pourrait l'être, par exemple, dans les grandes villes sud-africaines. Je rappelle que l'Afrique du Sud est un grand voisin du Mozambique. Tout à fait, comme je vous l'expliquais, moi j'ai vécu 2 ans à Cape Town, je me rendais donc très souvent au Mozambique et j'ai jamais ressenti cette tension ni ce danger que vous pouvez expliquer. L'histoire du pays fait que bien sûr la plupart des gens possèdent des gardes de sécurité à l'entrée des maisons. Mais il n'y a pas surtout les expatriés, je suppose. Oui, voilà, exactement. L'histoire par rapport à l'Afrique du Sud n'est pas la même et il n'y a pas du tout la même criminalité ni les mêmes risques. Donc, en tant que femme seule, j'ai toujours voyagé, je me suis toujours rendue au Mozambique sans inquiétude, avec de la vigilance, comme dans n'importe quelle grande ville, mais sans danger particulier. Un mot sur la sécurité, Renaud Thomas ? Oui, Maputo est une grande ville, donc comme toute grande ville du monde, il y a un peu de délinquance, des agressions. Donc je crois que le mot juste est le mot vigilance. Il faut être vigilant, il faut faire attention, mais ce n'est pas une ville plus dangereuse qu'une autre. Alors Alexandra Ourdi, dites-nous quelles sont les principales difficultés pour ceux qui veulent, par exemple, monter une société à Maputo ou ailleurs au Mozambique aujourd'hui. Quelles sont les grandes difficultés auxquelles il faut faire face ? Alors je dirais que l'enregistrement d'une société, c'est facile, aucune difficulté. Par contre, ensuite, on rencontre souvent des problèmes avec les banques.
ça devient beaucoup plus compliqué. Il y a une lourdeur administrative après qu'on découvre en deuxième temps. Et puis actuellement, on a donc aussi une faiblesse de la monnaie qui fait Médicale. que ça peut être un peu plus compliqué de ramener les fonds ensuite sur l'Europe. Et puis nous avons aussi un manque de compétences dans, je dirais, dans le personnel en fait. C'est-à-dire qu'on a du mal à trouver les compétences dans le personnel local. Alors, un dernier mot là-dessus, Laurent Padoue. Est-ce que ces difficultés sont rédhibitoires pour l'expansion, par exemple, de la présence française au Mozambique? Rédhibitoire, non, parce que les difficultés au Mozambique, elles sont un peu les mêmes que celles que l'on rencontre dans la plupart des pays d'Afrique subsaharienne. Je dirais, on peut pas. Chaque année, il y a une espèce de classement. Et comment on fait pour, lorsqu'on ne trouve pas les compétences locales, on fait venir un peu plus d'expatriés, ça coûte plus cher pour les entreprises. Ça coûte plus cher, c'est aussi beaucoup plus compliqué sur le plan des visas. Le problème au Mozambique, comme beaucoup de ces pays, c'est pas tellement le fait de pouvoir recruter des personnes à l'extérieur, c'est d'avoir l'autorisation de les faire travailler sur place. Alors, nous reviendrons sur ces questions administratives. On va s'interrompre quelques instants pour une courte page de publicité et on se retrouve tout de suite après. Merci d'être avec nous sur TV5 Monde pour cette 10e édition des 24 heures chrono de l'International. Vous pouvez bien sûr nous retrouver sur les réseaux sociaux, #24hchrono TV. Nous parlons de la présence française au Mozambique, la présence économique, mais auparavant, je vous propose d'écouter le témoignage de Marc Fontrier, un Français qui réside au Mozambique et qui nous parle de la façon de travailler avec les populations locales. Manager des locaux, avoir à faire, se comporter avec les locaux, j'ai un petit peu évoqué ça tout à l'heure, c'est une connaissance de la façon dont leur psychologie procède. Nous sommes dans des peuples, au milieu de peuples, d'abord qui ont été en contact très tardif avec l'Occident, il faut quand même bien se mettre dans la tête qu'on les connaît depuis peu, 150 ans, l'intérieur des terres, on n'est jamais vraiment allé au-delà. Ça veut dire qu'il faut avoir un minimum de connaissances de ce qui constitue leur imaginaire, de ce qui constitue leurs croyances, etc. Au Mozambique, comme dans la plupart des pays africains, d'Afrique noire notamment, on a affaire, la magie est là, ce que nous appelons superstition est là. En fait, c'est l'animisme. Il faut avoir cette prise de conscience de l'animisme pour rentrer dans les cœurs. Quand ils se rendent compte, si on sait leur rendre compte avec élégance et doigté et mesure, que l'on est capable de les comprendre, eh bien les cœurs s'ouvrent et les bonnes volontés aussi, parce qu'il y a une sorte de complexe que nous avons propagé avec notre façon de coloniser les uns et les autres, et la colonisation portugaise n'a pas été particulièrement douce, et le petit peuple mozambicain a été écarté de profit d'un bien-être qui appartenait essentiellement aux classes métisses ou aux Lusitaniens, aux Portugais qui étaient installés ici. Rentrer dans les cœurs.
Alors, rentrer dans les cœurs, connaître les imaginaires. Laurent Padoue, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Écoutez, ce qu'il vient de dire est très vrai. Concrètement, c'est essentiellement montrer du respect à ses interlocuteurs. Et le passeport, je dirais, au Mozambique, comme dans toute l'Afrique, c'est le sourire. Il ne faut jamais s'énerver, il faut toujours essayer de comprendre, ne jamais être en situation de conflit. C'est ça, le passeport, pour la réussite de la vie au Mozambique comme en Afrique. Alors, Aurore Vino, vous êtes artiste. Ça doit vous parler, rentrer dans les cœurs, connaître les imaginaires. Est-ce que vous l'avez expérimenté, vous, durant votre séjour? Je rappelle d'ailleurs que vous continuez à aller au Mozambique assez régulièrement. Tout à fait. J'étais au Mozambique l'année dernière et je prépare un documentaire sur la vie culturelle et artistique mozambicaine pour l'année prochaine. Comprendre les imaginaires, bien sûr, surtout au Mozambique, où la tradition picturale, photographique et cinématographique est très importante. Et il y avait une phrase à l'entrée de Maputo qui me paraît très belle, c'est « La culture est un soleil qui ne se couche jamais ». Donc vous comprenez beaucoup de choses en arrivant dans une ville et en lisant ça. Est-ce que elle vous a marqué cette fameuse phrase dont parle Aurore Vino? D'ailleurs, en portugais, ça donne quoi? Vous parlez portugais, je crois, Oui, bien Renaud sûr. Thomas. Ça donne quoi cette phrase en portugais? Vous pouvez répéter la phrase? Petite traduction, donc la culture est un soleil qui ne se couche jamais. A cultura é sol que nunca se deita. D'accord. Alors, vous le vivez, vous qui êtes franco-mozambicain. Oui, alors entrer dans les cœurs, c'est le plus beau des programmes. Et d'ailleurs, le problème, c'est qu'il y a plus de 20 millions de cœurs au Mozambique. Donc chaque personne est un être à part. Absolument. Mais pour rebondir sur le reportage, ce qui est important aussi, c'est qu'il a insisté sur une colonisation dure, ce qui a été le cas, notamment... La colonisation portugaise. Oui, notamment... Et le pays est indépendant depuis 1975. Donc c'est un jeune pays, depuis 40 ans seulement. Et cela a forcément laissé des traces, cette colonisation qui a été très dure, notamment au XXe siècle. Alors, vous avez peut-être donné envie à certains de s'installer à Maputo. Que faut-il faire pour cela? Eh bien, je vous propose d'écouter le témoignage de Christine Sibert, qui est une Française installée à Maputo. On l'écoute et on en parle tout de suite après. Si on veut venir s'installer au Mozambique, il faut vraiment bien réfléchir en amont, se renseigner par Internet, mais idéalement quand même contacter des gens sur place pour comprendre véritablement comment ça se passe et surtout savoir que c'est un pays qui est cher, le coût de la vie est très élevé, notamment le problème de l'immobilier qui est très coûteux, qui équivaut finalement à l'Europe. Donc voilà, c'est très lourd dans un budget, donc on ne peut pas envisager de débarquer ici au Mozambique comme on irait... par exemple, s'installer en Asie du Sud-Est et bricoler quelque chose. C'est malheureusement pas comme ça que ça se passe parce que c'est beaucoup plus compliqué et aussi les autorisations de travail, le visa de résidence. Enfin, il y a beaucoup de démarches administratives qui sont très lourdes. On ne vient pas comme ça à l'aventure s'installer au Mozambique. C'est un pays très agréable à vivre, mais ça se prépare réellement. Alors Renaud Thomas, pourquoi est-ce que les démarches administratives sont-elles si lourdes qu'on veuille créer une entreprise ou que ce soit pour l'installation d'un particulier? Bon, je parlais plutôt des particuliers. Moi, je pense que d'abord, il faut bien préparer en amont son voyage. Il existe, nous avons la chance en France d'avoir une ambassade du Mozambique. Donc, pour toutes les questions de visa, avec une équipe consulaire très dynamique et très sympathique. Donc, pour obtenir son visa, c'est relativement simple. Après, une fois sur place, c'est compliqué, mais pas plus compliqué pour obtenir donc son titre de séjour que ça ne l'est en France, par exemple. Donc, il faut s'armer de patience et je pense qu'on y arrive de toute façon. On va peut-être poser la question à l'ambassadeur. Je ne sais pas s'il est toujours avec nous, monsieur l'ambassadeur. Monsieur Bruno Clerc, est-ce que... Alors, pourquoi est-ce que les démarches sont si compliquées? Renaud Thomas nous parlait des particuliers tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot concernant les entreprises? Écoutez, les démarches sont compliquées, mais oui, on est dans un pays qui est en développement et qui a encore sans doute des marges de progression. Mais après tout, nous avons chez nous aussi quelques marges de progression sur le plan administratif. Donc je crois que on va pas donner la leçon. En revanche, il faut s'adapter, il faut faire avec, et nos entrepreneurs l'ont bien compris. Ils sont nombreux ici, plus d'une 50aine d'entreprises françaises sont représentées au Mozambique.
elles se sont organisées entre elles. Un club d'affaires, sans doute qui se transformera un jour en chambre de commerce, s'est créé l'année dernière, et une section des conseillers du commerce extérieur de la France a été ouverte ici au Mozambique en décembre dernier. Donc ce sont des éléments qui montrent la mobilisation de nos entrepreneurs, de nos entreprises, qui sont attirés par un pays qui a un énorme potentiel. Et je crois que s'il y a une leçon que l'on doit tirer de tout ça, au-delà bien sûr des difficultés de ce pays, qui est un pays, encore un pays pauvre, c'est que ce pays a un énorme potentiel, et le gaz, à terme, pas à très court terme, mais à moyen terme et à long terme, va constituer une source de développement considérable pour ce pays. Et évidemment, nos entrepreneurs, nos entreprises doivent être présentes dès maintenant, parce que c'est maintenant que les choses se jouent, puisque le premier arrivé aura sans aucun doute dans les années qui viennent un avantage comparatif considérable par rapport aux autres entreprises d'autres pays du monde. D'accord. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur Bruno Clerc. Alors, Christine Sibert, la Française résidant à Maputo, que nous avons écouté tout à l'heure, parlait également du coût de la vie. La vie coûte très très cher. Nous allons voir quelques chiffres à ce sujet concoctés pour nous par Smart Expatriation. On écoute et on en parle tout de suite après. Si vous vous déplacez de Paris à Maputo, vous aurez une augmentation du coût de la vie sur place de 3%. Vous serez surpris par le coût du logement qui sera assez élevé. Comptez environ 1 700 € par mois pour un 2 pièces. Sachez aussi que la fiscalité est plus lourde qu'en France et les contributions sociales nettement inférieures. Au final, si vous êtes célibataire et que vous gagnez 50 000 € bruts à Paris, il vous faudra 57 600 € bruts à Maputo pour maintenir le même niveau de vie. Alors, Alexandra Ourdi, il y a encore quelques mois, vous viviez à Maputo, au Mozambique. Pourquoi est-ce que la vie est si chère au Mozambique actuellement ? Alors, je voudrais tout d'abord rebondir sur ce qui a été dit. Pour nuancer le prix de l'immobilier, en ce moment, il est en train de baisser. D'accord. Parce qu'il y a beaucoup d'immeubles qui sont en cours de construction et il y a moins d'offres, enfin, il y a plus d'offres que de demandes, donc maintenant les prix baissent. Ensuite, pourquoi la vie est chère ? La vie est chère parce que tout est importé d'Afrique du Sud, essentiellement. Et puis, avec la dévalorisation donc, de la monnaie. Pourtant, c'est un pays agricole, oui, Mozambique, à 80%. C'est un axe de progression. D'accord. Voilà, donc ils produisent on va dire quelques légumes, mais pas suffisamment pour achalander le Mozambique. Et aussi, il y a un manque d'infrastructures. Donc, du coup, quand ils produisent, ils ne peuvent pas l'exporter facilement. Donc, Un mot, Laurent Padeau, sur le coût de la vie au Mozambique. À votre avis, pourquoi... Vous qui êtes un spécialiste de l'économie, pourquoi la vie est aussi chère dans ce pays ? Comme ma collègue vient de le dire, la plupart des produits, notamment le coût de la vie est élevé pour les expatriés. Les expatriés consomment des produits. Alors c'est parce qu'ils importés. veulent vivre à l'occidental. Évidemment, c'est essentiellement c'est pour le ça même que problème le un coût de la peu vie partout. Quand on veut vivre à la française au Mozambique, c'est évidemment très cher. Aurore Vino, vous l'avez expérimenté un peu, cette vie à la française au Mozambique, où vous êtes adapté Alors en fait justement je réfléchissais et je me disais que à chaque fois que j'allais au Mozambique ou que j'étais au Mozambique avec mes amis, on essayait un peu de vivre de façon locale, et que ce soit à Quelimane ou Maputo, d'acheter des produits dans les marchés et de pas justement vouloir accéder à ces produits occidentaux qui coûtent tellement cher et sont tellement inaccessibles qu'on s'en sortait plutôt bien et on arrivait à pas dépenser autant. Les chiffres me paraissent aberrants, mais je sais que le prix de l'immobilier, par contre, a considérablement augmenté en 15 ans et que c'est très compliqué. Même pour si les Alexandra pour les Ourdi nous Français. précisait qu'il baissait en ce moment. Oui, mais ça a été terriblement élevé. Un dernier mot, Renaud Thomas, sur la cherté de la vie. Oui, moi je rebondirais sur ce que disait Aurore. Et les prix, les produits de première nécessité, heureusement, ne sont pas chers. Et les produits locaux, donc les fruits, les légumes, les produits de la mer, sont bien moins chers qu'à Paris.
C'est important de le souligner. Alors, autre domaine très important lorsqu'on est un expatrié qui vit à l'étranger, en l'occurrence au Mozambique, à Maputo, est-ce qu'on peut se soigner de façon satisfaisante? Je vous propose le témoignage d'Alain Cassa, un Français qui vit à Maputo, et on en reparle tout de suite après. Système de soins, si c'est pour des petits bobos, ça va encore, mais quand ça commence à se compliquer, malgré le fait que maintenant il y a des hôpitaux privés qui ont développé depuis 5 dernières années, quand c'est compliqué, il vaut mieux penser à aller traverser la frontière et aller se faire soigner en Afrique du Sud, parce que ça coûte cher et la qualité n'est pas souvent au rendez-vous. Alors Renaud Thomas, il vaut mieux aller se soigner chez le voisin sud-africain? Bon, je mettrais peut-être un petit bémol, ça dépend ce qu'on a. Il y a la maladie malheureusement la plus courante et plus mortelle au Mozambique est la malaria, le paludisme. Donc, comme un peu partout en Afrique d'ailleurs. Hein. Oui, mais pas en Afrique subsaharienne en tout cas. Mais par exemple, l'Afrique du Sud n'est pas une zone touchée par le paludisme. Donc si on a ce type de maladie, il vaut mieux être soigné au Mozambique. Donc moi, j'ai été très bien soigné au Mozambique et il y a des très bons médecins. Le problème, il y en a un pour 25 000 habitants. Ils ne sont pas assez nombreux et ils n'ont peut-être aussi pas assez de moyens techniques à leur disposition. C'est peut-être ça. Alexandra Ourdi, vous êtes en pleine forme. Est-ce que vous avez expérimenté ce domaine-là durant votre séjour, celui de la santé? Je l'ai expérimenté. Effectivement, on se posait la question si on allait me rapatrier. Puis finalement, j'ai fait le choix de rester sur place. Et j'ai été soignée par un médecin mozambicain dans une clinique privée. Et j'ai été très bien soignée. Aurore Vino, un mot également sur le domaine de la santé, très important. On peut tomber malade, parfois gravement. Est-ce que ça vous est arrivé et comment est-ce que vous avez procédé? Comment vous avez fait pour vous soigner? Alors, ça m'est déjà arrivé. J'ai terminé aux urgences dans une clinique privée. Mais je tenais à mettre en avant l'action d'une ONG française qui est implantée là-bas depuis 20 ans et qui, justement, améliore la qualité des services au Mozambique. Comment elle s'appelle cette Douleurs sans frontières? DSF, voilà. Douleurs sans frontières, qui connaissent bien l'hôpital central de Maputo, qui travaillent en appui des patients, des infirmiers et des médecins depuis très longtemps et qui mettent en place de très belles initiatives, en sachant que le ministère de la Santé mozambicain a augmenté son budget de 20% par rapport à l'année dernière. Donc il y a de vrais efforts qui sont mis en place pour pallier à ce manque d'infrastructures et puis aussi parfois de personnel soignant. Alors, visiblement, il n'y a pas assez de médecins et certains ne sont peut-être pas suffisamment formés. Est-ce que c'est un domaine aussi, la santé, dans lequel la France peut éventuellement apporter son expertise et puis éventuellement gagner des parts de marché dans ce type de pays, Laurent Padou? Tout à fait. Et d'ailleurs, je rebondis sur ce que vient de dire ma voisine. DSF est partiellement financé sur des crédits français, sur des dons français. En apportant ainsi notre savoir-faire. Alors, jusqu'à présent, il n'y a pas de programme structuré, mais cela figure également dans le cadre des priorités de l'Agence française de développement, qui est notre agence qui finance l'aide au développement que nous apportons au Mozambique. Alors, malgré le coût de la vie, les lourdeurs administratives, il fait bon vivre au Mozambique. Vous en témoignez, vous êtes parfaitement en forme. Je vous propose d'écouter à ce sujet le témoignage d'Eva Mignan, une Française résidant à Maputo, qui va nous parler de l'ambiance et de la manière dont on vit au quotidien à Maputo, au Mozambique. Moi, je m'y sens bien. C'est une ville, comment dire, qui peut être parfois très énervante et aussi très attachante, on va dire. Donc c'est un petit peu ça. Il y a des jours où on l'adore et il y a des jours où on la déteste. Mais en général, c'est très agréable. Les Mozambicains sont des gens que je trouve très respectueux, très sympathiques. Et chacun, en fait, ici, chacun fait un petit peu sa vie en laissant les autres faire la sienne. Et ça, je trouve ça génial. Alors, Aurore Vino, Maputo, une ville à la fois énervante, mais très attachante également. Est-ce que c'est votre avis ? Alors, elle est tout d'abord, oui, très attachante par sa beauté, sa douceur, sa mixité aussi. C'est quelque chose, c'est une très très belle ville d'Afrique australe. Pour le côté énervant, je peux comprendre. Il y a des incompréhensions, un rythme et parfois un chaos qui peut surprendre. Mais ça reste avant tout, je trouve, une ville avec une âme et une histoire assez forte et qui invite à la promenade, à la contemplation. C'est vraiment
une ville sublime. Je rappelle qu'à Maputo, Renaud Thomas, il y a un patrimoine architectural absolument incroyable qui est notamment lié à la colonisation portugaise. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette architecture qui vous passionne d'ailleurs? Oui, donc il y a des très beaux monuments. Je pense à la gare de Maputo, par exemple, qui a servi de décor à un film avec Leonardo DiCaprio, Les Diamants du Sang. Absolument. Il y a de beaux bâtiments. Voilà, exactement. Et, des très beaux bâtiments art déco. Tout ça dans des grandes avenues ombragées par des magnifiques acacias et flamboyants qui donnent en toute objectivité une des plus belles villes d'Afrique. C'est un patrimoine qui est assez bien entretenu comparativement à d'autres villes africaines, notamment dans la partie francophone de l'Afrique où souvent le patrimoine colonial a été souvent rasé. Hein. Là, il est plutôt bien entretenu au Mozambique, à Maputo. Oui, tout à fait, avec des difficultés. Hein, des bâtiments notamment de la ville basse qui sont assez anciens sont rénovés et ne sont pas systématiquement rasés. Et ça, c'est une bonne chose. Malheureusement, les nouveaux immeubles qui poussent, des fois, prennent la place de petites maisons coloniales. Mais Maputo garde son cachet encore très, très, très fortement. Alors Alexandra Ourdi, vous avez été plutôt marquée par les peintres et peut-être les sculpteurs au Mozambique. Est-ce que il y a un peintre particulièrement qui vous a marqué et dont vous pouvez nous dire quelques mots et pourquoi cette peinture vous a-t-elle autant marqué? Alors, ce n'est pas un peintre, mais plutôt il y a Núcleo de Arte qui organise. En fait, c'est un centre où il y a beaucoup de peintres et il y a des sculpteurs. Et j'aimais bien aller là-bas. Qui sont mozambicains. Et j'aimais bien aller là-bas pour juste m'imprégner de tout ce qu'ils faisaient parce que c'était vraiment très différent. Alors c'est vrai que je dirais qu'il y a des couleurs spécialement mozambicaines qui ne font pas partie de notre palette. Spécialement mozambicaines. C'est un certain vert, on va dire. C'est assez le vert un petit peu Casimir et avec l'orange. Voilà, ça c'est des couleurs qui ressortaient pas mal de ces peintures-là. Et c'est très intéressant ce titre de voir ce qu'ils pouvaient faire en fait. Alors Aurore Vino, je reviens à vous. Vous êtes photographe et vous préparez actuellement un documentaire en particulier au Mozambique. Vous avez beaucoup travaillé avec les photographes dans ce pays. Je connais bien l'histoire de la photographie et du documentaire au Mozambique parce qu'elle est vraiment reliée au mouvement pour l'indépendance et qu'elle a contribué à construire cette identité nouvelle au Mozambique. Donc j'ai étudié... Qu'est-ce que c'est là de particulier, cette identité nouvelle Cette identité nouvelle, elle a été créée par l'image, par le cinéma direct, par des photojournalistes très impliqués socialement, par des écoles comme celle de Ricardo Rangel ou de grands cinéastes qui donnaient à penser une nouvelle image décolonisée. Et aujourd'hui, certains photographes qui font partie de ces familles intellectuelles, comme Philippe Branquigno, qui est aussi architecte, et qui a donc un œil sur la ville et sur son environnement très intéressant, nous permettre de lire un Mozambique qui s'est construit par cette émancipation, par cette envie d'avoir un regard singulier. Et étant moi-même devenue photographe, je trouve que l'histoire est vraiment très intéressante et très riche. Et pour revenir sur Philippe Branquigno, il fait actuellement une série qui s'appelle Paysages intérieurs et qui montre un peu la ville d'une manière extrêmement esthétique. Et qu'on peut voir au Mozambique actuellement. Oui, il y a eu une exposition au Centre culturel portugais récemment, et puis il sera exposé au Portugal. C'est compliqué d'avoir ça en France, mais au Portugal, on peut voir des choses, et puis j'espère qu'on pourra le voir à Paris d'ici quelques mois. Alors, on va demander à l'ambassadeur Bruno Clerc, l'ambassadeur de France au Mozambique, ce qu'il pense de cette ambiance de vie au Mozambique en quelques mots avant de conclure. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous m'entendez ? Oui, je vous entends. Écoutez, je ne peux que partager tout ce qui vient d'être dit sur les charmes de la ville de Maputo et moi j'insisterai même encore sur la qualité de l'accueil de la part des gens, tout simplement, des Mozambicains qui sont chaleureux, qui sont à l'écoute et qui sont, je dois le dire, en ce qui concerne mon travail, tout simplement, de représentation de notre pays, qui sont véritablement ouverts et qui souhaitent faire avec nous beaucoup de choses. Donc je crois que
encore une fois, je répète le même message que tout à l'heure. J'incite nos compatriotes à venir découvrir ce beau pays, ce pays attachant, comme cela a été dit, et à y travailler, parce que c'est ainsi que nous aiderons ce pays à se développer. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur. Un dernier mot, Laurent Padoue. L'ambassadeur parlait de développement. Les entreprises françaises seront, à votre avis, de plus en plus présentes au Mozambique ? Il est évident que le développement des ressources de gaz, de pétrole est un facteur extrêmement fort pour attirer les entreprises françaises. Et je pense que cette émission aussi permettra peut-être de sensibiliser de nouvelles entreprises. Il n'y a pas que les grandes entreprises, il y a aussi les PME, et même d'entrepreneurs individuels qui peuvent apporter leur contribution au développement du Mozambique. Un dernier mot, Aurore Vino, vous l'artiste, est-ce qu'aujourd'hui on peut espérer que ce pays qui a connu une guerre civile très longue aille vers un horizon beaucoup plus clément, un développement beaucoup plus stable et puis une culture plus vivante dans les années qui viennent? Bien sûr, je pense que tous les regards sont portés vers un horizon beaucoup plus positif et beaucoup plus en paix. Après la guerre d'indépendance, la guerre civile, ça a été très très compliqué. Il a toujours su renaître de ses cendres et l'ébullition artistique et culturelle a toujours fait en sorte que la création le porte vers de nouveaux horizons, et je suis très optimiste et j'espère qu'on pourra faire de nouvelles choses. Il appuie aussi par ce voisin qu'est l'Afrique du Sud, qui est une puissance économique majeure et qui l'entraîne dans ce sillage, et je suis vraiment ravie de pouvoir partager avec vous autour de ce beau pays. Ce sera le dernier mot. Merci à vous tous d'avoir été avec nous. Monsieur l'ambassadeur en Skype depuis Maputo. C'est la fin de cette escale mozambicaine. Rendez-vous pour la suite à Bangalore, c'est en Inde, pour les 24 heures chrono de l'international. Nous vous parlons de l'excellence française dans le monde et c'est sur TV5 Monde. La CFE, votre sécurité sociale jusqu'au bout du monde.